Alors que le CES a fermé ses portes, débrief complet du plus grand salon mondial de l'électronique, TV sans bord, ordinateur à écran pliable maison, connecté, les innovations de la French Tech, sans oublier Apple qui, oui, était présente à Las Vegas. Retour sur les grandes tendances de cette édition 2020. Le Mac. Bonjour à tous, vous regardez On refait le Mac alias ORLM. Très heureux de vous retrouver pour notre débat high-tech hebdomadaire. Je vous rappelle qu'on refait le Mac est disponible en vidéo sur notre site www.onrefaitLemac.com, sur notre app iOS ORLM, mais également sur YouTube, Dailymotion et podcast. Et vous disposez d'une version audio dont on refait le Mac sur iTunes, podcast, si vous avez encore iTunes bien sûr, mais également Spotify, Deezer et TuneIn. Avec comme chroniqueur cette semaine ici en plateau, à mes côtés, elle vient tout juste de rentrer du CES de Las Vegas, Madame Elsa Bambaron du Figaro. Bonjour Elsa. Bonjour Olivier. Tu as raison. Alors regardez ce qui est arrivé aussi entre-temps. C'est ton dernier ouvrage, on en parlera en fin d'émission. Ça s'appelle « Ce pot de fleurs est un robot ». Tu nous dis quelques mots en préambule ? J'y parle de numérique, de toute la transformation numérique de la société et de toutes les implications que ça peut avoir. Donc c'est un ouvrage à destination du grand public pour que les néophytes comprennent enfin de quoi on leur parle toute la journée. Voilà, et j'imagine que le CES était un bon terrain de jeu pour suivre presque en temps réel cette transformation. Numérique en plateau également, Laurent Pantanach d'X-Brand. Bonjour Laurent. Bonjour Olivier, bonjour toute l'équipe. Bonjour, on refait le Mac. Tu n'étais pas au CES, mais tu as suivi les annonces de près. Tout à fait. Bon. Lui était au CES, il est consultant et auteur, il édite chaque année le rapport du CES, toujours très lu et attendu. Olivier Ezrati, bonjour Olivier. Salut, tout va bien ? Ça va bien ? Tu es en pleine rédaction là, j'imagine. Ah oui, je bosse. Il sera prêt quand ce rapport ? Nous, on sera en ligne vendredi. Lundi 27 janvier à 9h du matin. Voilà, n'hésitez pas, allez-y, allez le voir, à le télécharger et vous saurez tout sur le CES. Merci en tout cas de nous accorder un moment, parce que tu es donc en pleine rédaction. Et félicitations Olivier, parce que au passage, je n'avais pas eu l'occasion de le dire, pour ta récompense, puisque tu as été élevé à l'Ordre national du mérite. Et oui, en France, la tech, c'est important Olivier. Oui, c'est bien quand dans la tech, on reçoit ce genre de décoration, mais bon, il ne faut pas en faire un fromage non plus. Monsieur bien, ça nous fait plaisir. Bravo. En duplex, Bravo. enfin, depuis Lausanne. Mérité. Oui, c'est mérité. Didier Policani de Mac Forever. Bonjour Didier. Salut les amis, ça va bien ? Ça va bien. Alors, comment est ton bronzage, toi qui reviens du... Bah non, on est un peu déçus là. Tu reviens du ski, tu es sûr ? Non mais c'est cette caméra Logitech, là tu vois, ils te la vendent 300 balles, elle te bronze même pas. Donc, Voilà, faut dire non que... bah écoute, moi j'ai testé du Mac Pro, voilà, au lieu d'aller à Las Vegas. Donc chacun son kiff les gars, c'est tout. Voilà, mais c'est sûr qu'Apple t'as pas gâté en sortant les machines en plein milieu des vacances de Noël. Allez, on enchaîne tout de suite avec le sondage de la semaine. Le sondage de la semaine, c'est la réponse à la question qu'on vous a posée sur le compte Twitter dont refait le Mac cette semaine. La question était, pensez-vous qu'Apple devrait participer à nouveau aux grandes messes technologiques comme aujourd'hui le CES ou hier encore Apple Expo ou Macworld Expo ? Vous étiez 57,6% à répondre oui contre 42,4% à répondre non. Ça fait presque maintenant une bonne dizaine d'années qu'Apple a arrêté les salons, ce qui inspire une réaction partagée par nos tweeteuses sur Twitter. Regardez, une réaction de Lénaïque Petit-Pierre, j'imagine qu'il est de Bretagne. Apple Expo me manque, oui je sais, ok boomer, et tout. Pour les plus jeunes d'entre nous, d'entre vous, Apple Expo, c'était un salon dédié à Apple qui avait lieu chaque année à la porte de Versailles au mois de septembre et qui s'est arrêté, je crois, en 2008 de mémoire, juste après le lancement de l'iPhone. Durant ces belles années, l'Expo était l'occasion d'organiser une keynote avec Steve Jobs en personne qui venait au Palais des Congrès et au Palais des Sports. C'était un beau souvenir et beaucoup de stress pour Monsieur X à l'époque puisque c'était un des organisateurs. Et ça inspire d'ailleurs voilà, on voit Steve Jobs à Paris et ça inspire une autre réaction de Dark Linux, un salon pour quoi faire. Apple n'a rien à faire au SIGGRAPH, à l'E3, au CES, qu'elle reste à leur conf du vide comme la WWDC et tout le monde sera content. Dark Linux qui est toujours un tweetos qui aime bien y aller fort. Alors, mesdames et messieurs, votre sentiment, on va peut-être commencer avec Elsa qui est en plateau, honneur aux dames. On sait que le CES, ce n'est pas un salon grand public, Elsa, mais c'est réservé aux pros. Réunir l'écosystème Apple, les développeurs, les accessoiristes, accessoirement les journalistes, moi je trouve que ça manque aujourd'hui. Le CES, c'est un salon où il y a beaucoup d'Apple sans Apple, donc ça manque absolument pas de... Enfin, ça manque quelque part de ne pas avoir Apple parce que
ils ne sont pas là et qu'on ne peut pas y accéder directement, contrairement aux autres marques. Mais en même temps, ils sont là, ils sont partout. Ce que vous disiez, il y a des accessoiristes, moins que sur d'autres salons. Il y a énormément d'applications, de développeurs et surtout d'objets connectés qui s'appuient sur iOS d'abord et qui vont ensuite sur Android. Donc pratiquement toutes les nouveautés sont Apple compatibles ou dans l'écosystème Apple. Donc d'un côté, pourquoi est-ce qu'Apple y irait, puisque de toute façon on parle que d'eux même quand ils ne sont pas là. Oui. Et quelque part ils y étaient aussi un petit peu, mais On va en parler dans un instant. Olivier, quel est ton sentiment? Est-ce que tu penses qu'Apple devrait réinvestir dans les salons comme ses concurrents, les Samsung, Sony, Microsoft et consorts, sachant que Microsoft n'est plus présent en CES comme Non, autrefois. pour deux raisons. La première, c'est que s'ils étaient présents, ils copieraient un Apple Store dans un stand, ça n'aurait strictement aucun intérêt. Et comme dans la plupart des cas, les grands fournisseurs ont tendance à présenter des prototypes de produits qui ne seront jamais vendus, c'est pas trop le style d'Apple de faire ce genre de truc. Ils gardent tout confidentiel jusqu'au jour des lancements, donc je vois pas trop l'intérêt. Effectivement, l'écosystème est présent. Comme Elsa le disait, à droite et à gauche, donc il n'y a pas un énorme intérêt à avoir ça. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle les très grands n'ont plus de stand. Dell n'a pas de stand, Lenovo n'a pas de stand, Microsoft n'a plus de stand depuis 2013. Même cette année, Qualcomm et Intel ont supprimé leur stand, ouvert au public visitant le salon. Donc en fait, c'est pas utile, quoi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est plus des startups qui ont vocation à venir dans ce type de salon, Elsa? Non, là je suis désolée Olivier, je suis pas d'accord, parce que s'ils n'ont plus de stand proprement dit, Lenovo de toute façon n'avaient pas de stand depuis très très longtemps, mais ils ont une grosse présence sur une partie du salon, dans des restaurants qui sont dédiés. Bon, il faut savoir qu'on est à Las Vegas, on est dans des hôtels avec des ballrooms et des restaurants immenses. Et donc, on passe tous les jours devant du Dell et tous les jours devant du Lenovo qui sont dans 2 espaces dédiés, notamment pour les 2 qui sont les plus visibles. HP sont quand même présents aussi dans les hôtels, Microsoft aussi. En fait, il y a des gens qui sont là, qui organisent des meetings, qui organisent des rendez-vous. La presse peut aller voir les produits. Ils n'ont pas une vitrine officielle, quoi. C'est ça que tu veux dire? Oui, mais c'est ouvert uniquement aux médias, ce que tu décris, Elsa. C'est non, pas c'est pas ouvert retailers, qu'aux médias, c'est ouvert aux retailers. Les retailers vont chez Lenovo, j'en ai croisé. On va peut-être poser la question également à Didier. On a trouvé des archives, Didier, de toi à Apple Expo, mais on ne va pas les sortir. On les garde précieusement pour un jour où tu es méchant avec nous. C'était un peu une célébration, une fête de pouvoir réunir l'écosystème. Quand on sait le culte du secret d'Apple, et effectivement, Olivier l'a souligné, quand on ne communique pas, pourquoi faire des salons? Justement, il faut peut-être changer ça. Est-ce qu'Apple a encore besoin de... Il y a tellement de rumeurs que ce culte du secret paraît un peu ridicule, et autant venir sur les salons et évangéliser autour des enjeux où ils sont en retard, notamment on pense à l'intelligence artificielle, on en parlera avec Laurent dans un instant. Didier. Écoute, il y a plusieurs choses. Déjà, il y a une histoire de calendrier. En fait, Steve Jobs a arrêté un peu ses expos parce que ça le forçait à sortir des produits régulièrement. Et là, venir à Las Vegas sans nouveauté, tu vois, sans un truc, par exemple, comme Sony qui arrive avec sa voiture, voilà, c'est que, comme le disait Olivier, il mettrait un Apple Store au milieu du CES, ça n'aurait pas grand intérêt. Par contre, c'est vrai que les salons dédiés autour de l'univers Apple, je trouve qu'ils manquent pour plein de raisons. La première, c'est qu'Apple, c'est quand même un gros catalyseur. C'est-à-dire que quand il y avait Apple qui arrivait sur Apple Expo, effectivement, tu avais plein d'éditeurs, d'accessoiristes. Voilà, tout l'écosystème qui se réunissait, même des gens qui n'avaient pas forcément les moyens justement de faire des grosses expos, d'acheter des stands extrêmement chers. Et c'est vrai qu'on avait besoin de voir un petit peu tout ça au même endroit. Ça leur faisait une pub qui était différente qu'aujourd'hui, voilà, on communique beaucoup sur Internet. Et c'est vrai que moi, quand je revois un peu des éditeurs comme ça, que je les ai au téléphone et tout, je dis, c'est vrai que ça nous manque parce qu'il n'y a plus d'endroits où on se voit tous autour de l'univers Apple. Alors, je sais que ça fait très Apple-centrique, ce que je dis, mais Apple, c'est quand même aujourd'hui un univers absolument énorme. Et voilà, tous ces éditeurs au CES, c'est vrai qu'ils sont reliés d'une certaine façon à Apple. On n'a plus forcément besoin de conférences dédiées, mais malgré tout, Apple, ça reste quand même quelque chose d'assez communautaire, d'un univers assez spécial. Et c'est vrai que peut-être qu'il y a un certain nombre de gens que tu ne retrouves pas à Vegas, ou pas de la même façon. En tout cas, ils n'ont pas le même impact dans les médias quand ils étaient sur un salon dédié. Ouais, on a l'impression, pour rebondir sur ce que tu disais, que ça remonte du temps de Steve Jobs, que Steve Jobs, Laurent, voulait casser cet esprit communautaire en disant, voilà, on est une entreprise grand public, on n'est plus Apple... Computer, on est Apple Incorporated. Maintenant, on est vraiment une entreprise qui est dans tous les domaines. Toi qui, entre guillemets, est développeur, de pouvoir rencontrer des gens d'Apple, échanger avec eux sur un salon, le Mobile World Congress ou le CES ou demain un autre, c'est quand même assez pratique. On sait qu'ils sont là, mais il faut bien deviner que c'est des gens d'Apple.
Alors oui, effectivement, moi j'ai rencontré des gens d'Apple au MWC à Barcelone il y a 2 ou 3 ans, mais c'est pas, il faut ramener Apple là où est Apple. Apple, à un moment donné, a voulu, comme toutes les marques, qui ont voulu protéger leur marque et être maîtres de leur communication et de leurs événements. Donc, ils se sont progressivement retirés, tout comme l'arrivée des Apple Store. Avant, la vente se faisait pas par des boutiques Apple, c'est passé par des boutiques Apple. Donc, en fait, il y a toutes les grandes marques. Quand les marques de luxe connaissent très très bien ça, ils veulent pas qu'il y ait de dilution de la marque. Et ils veulent être maîtres de leur timing. C'est-à-dire que si tu fais un événement, ça veut dire... bien que ça marche pas aujourd'hui, Laurent. Je sais pas si ça marche pas. Ils maîtrisent plus leur com. Tu vois bien que ça parle dans tous les sens. L'iPhone, on en parle 6 mois à l'avance. Oui, les machines, on sait tout 6 mois à l'avance. Oui, mais moi, qu'est-ce qu'il y a de secret aujourd'hui chez Apple? Tu connais mon point de vue là-dessus. C'est que moi, je pars du principe que ils ont beaucoup grossi, donc c'est difficile effectivement de garder le secret. Cependant, je demeure intimement convaincu qu'une grosse partie des annonces, c'est eux qui les font. C'est de la com gratuite. Dès qu'il y a une fuite, tout à fait. Dès qu'il y a une information qui circule, on en parle. À la sortie de l'iPhone, on a quand même dit que l'équivalent de la campagne de pub qu'il aurait fallu faire en 2007, c'était 500 millions de dollars. Ouais. 500 millions de dollars en 2007, c'est astronomique. Pas beaucoup de marques pouvaient se permettre ça. Moi, j'ai connu une période, quand ils ont sorti l'iPhone, lorsqu'ils ont sorti l'iPhone en 2007, on était tous journalistes déjà aux États-Unis à ce moment-là pour suivre les événements, et la plupart de mes confrères étaient à Las Vegas, et l'événement, il était à San Francisco pour le lancement de l'iPhone, et on a vu débarquer en CNN, MSNBC, en catastrophe de Vegas pour couvrir l'événement, parce que l'événement, il était là-bas. Donc, mais à l'époque, c'était amusant parce qu'Apple jouait à faire le contre-feu, et ils ont même réussi avec l'iPhone à étouffer complètement la communication des CES. Mais il n'y a pas un iPhone tous les ans. Hein. Ils font plus contre-feu maintenant. Ils jouent complètement. Ils laissent faire, et ils jouent complètement la carte du CES en étant présents dans des annonces. Quand Samsung dit on va mettre du AirPlay dans les télés, bon voilà, ils sont présents. Et en même temps, ça correspond à une ouverture de l'écosystème d'Apple qui s'est ouvert vers d'autres objets. On y reviendra avec la maison connectée, mais Apple a de plus en plus. Apple s'est aperçu que dans un monde où tout serait connecté, ils ne pouvaient plus prétendre être l'acteur qui connecte tout seul. Ils ont besoin des autres. Donc ça change un peu le paradigme. Une bonne nouvelle, et donc une volonté d'ouverture. Et surprise, Elsa, Apple faisait effectivement son retour au CES de Las Vegas cette année. Oui, alors il y avait une keynote de. Il faut encore m'aider, Olivier. Jane Horvath. Voilà, je vais Jane réussir. Qui est donc vice-présidente en charge de tout ce qui touche à la vie privée chez Apple, et donc qui faisait une keynote à laquelle il y avait presque autant de monde qu'à la keynote d'Ivanka Trump, mais il y avait un peu plus de fond. Oui, j'imagine. Ivanka, donc la fille du président des États-Unis. Voilà. Des causes bien connues. Ouais. Mais spécialiste des startups bien connues également. Et des Twitter. Ouais. Donc l'idée, c'était de repositionner aussi peut-être Apple dans cet événement, dans cet écosystème, et de remettre Apple en perspective par rapport au sujet de la vie privée, en allant au-delà de la farce, de la blague potache, puisque l'année dernière, Apple s'était offert face au Convention Center, donc là où il y a le gros lieu avec tous les exposants, derrière les monorails qui passaient avec la pub Google, on avait une publicité Apple, What happens in your iPhone stays in your iPhone, donc allusion fine et subtile à ce qui se passe à Las Vegas reste à Las Vegas. C'est le slogan de Las Vegas. Pareil dans l'iPhone. Et là, donc, ils ont été un peu plus fins en prenant position sur la vie privée, autrement que par cette pub allusive, la pub, je pense, a été un des topics les plus tweetés l'année dernière. C'est vrai. Ouais, donc c'est une façon finalement de hacker l'événement indirectement. Ouais. Elle était à côté, juste pour revenir sur la keynote était pas inintéressante. Il y avait la personne en charge de la privacy chez Facebook. Il y avait une personne en charge du privacy, sans rigoler. Ouais. Bon, il y avait c'est bon à savoir. Elle a beaucoup de travail, cette dame, en ce moment. Une personne en charge de la FTC, donc qui est la Federal Trade Commission américaine. Ouais. Et il y avait une personne en charge de privacy chez Procter & Gamble, qui est intéressant, parce que du coup, c'était assez transversal. En retard, là, du coup. Oui, mais on revient sur des... En tout cas, ça a été, encore une fois, Apple est venu après 28 ans d'absence, tout le monde n'a parlé que de ça, alors qu'Apple n'était pas présent. Finalement, ils ont fait une keynote de quelques minutes. Quoi. Non, tout le monde en a parlé, on n'a pas parlé que de ça. On va voir qu'il y avait d'autres choses, heureusement, il y a plein d'annonces aussi. Olivier, qu'est-ce que tu penses de ce positionnement autour de la confidentialité des données? Est-ce que tu trouves qu'elle a du sens? Et au-delà, est-ce que tu trouves qu'il y a eu un écho à Las Vegas, et au-delà, un écho autour du grand public? Olivier. Ça a du sens, mais l'histoire montre que ça n'est pas suffisamment différenciateur. Il n'y a qu'à voir le sort malheureux de Quant, qui
qui n'arrivent pas à émerger, alors pourtant c'est leur message principal. Bon, malgré tout, c'est devenu un message négatif pour ce qui concerne Google et Facebook. Ça remue un peu ciel et terre. Mais je constate que les consommateurs dans le monde entier, ils sont un peu bipolaires, hein. D'un côté, ils s'inquiètent de ça, mais d'autre côté, ils continuent à utiliser des outils, à faire des selfies, à les balancer dans les réseaux sociaux. Donc en fait, on veut tout et son contraire. Et je ne suis pas sûr que ça ait tant d'impact que ça dans la vie concrète des consommateurs. Et on a vu la confidentialité des données, c'est un sujet d'actu encore dans le monde Apple cette semaine, avec une nouvelle demande du FBI, Didier, qui souhaite déverrouiller des iPhones, notamment l'auteur de la fusillade de la base militaire de Pensacola en Floride le mois dernier, Didier. Bah oui, en fait, ce sont des vieux iPhones en plus à débloquer, donc toujours le même problème, hein, ces iPhones, une fois qu'ils sont bloqués, tu peux pas les débloquer facilement. Là, c'est des iPhones 5 et 7. Moi, je trouve, il y a beaucoup à dire là-dessus, mais... Et Apple a refusé donc de donner... Voilà, Apple refuse, comme à l'époque de San Bernardino, mais cette histoire, c'est un peu le bal des hypocrites, parce que d'un côté, effectivement, tu as donc le FBI qui, je pense, a à mon avis les outils pour débloquer ces téléphones, parce qu'ils sont capables de payer... En plus, c'est des vieux téléphones, donc à mon avis... un Chinois du coin qui le fait très bien. Voilà, à mon avis, ça doit être faisable pour eux, mais ils en profitent, c'est-à-dire que comme Trump est au pouvoir et qu'il peut faire voter quelques lois qui obligeraient les acteurs de la tech à, je dirais, baisser un petit peu la sécurité de leurs produits pour y accéder. Donc voilà un petit peu ce côté-là. Et puis tu as évidemment la position d'Apple qui est assez ferme, on ne veut pas débloquer les téléphones, mais qui devient ambiguë. Moi, je le vois un peu dans les réactions. Les gens commencent à se dire, alors oui, l'iPhone n'est pas débloquable, mais d'un autre côté, tout ce qui est sur iCloud, ils y ont accès. Oui, ils ont fourni les données iCloud, dans les sauvegardes. Exactement. Alors qu'est-ce qui différencie les données que tu as sur ton téléphone des données iCloud? Ensuite, tu as des serveurs iCloud en Chine aussi. Et puis, on te dit qu'iOS est sécurisé, mais on a les preuves. Enfin, toutes les semaines, il y a des nouvelles failles sur iOS qui démontrent que c'est pas le cas, qu'effectivement, il y a des officines qui ont les moyens d'accéder à ces téléphones. Et voilà, Apple parle de backdoor. Voilà, nous, on ne veut pas créer de backdoor. Alors, c'est un peu le discours récurrent et les gens ne sont pas dupes aussi. La solution, elle est sûrement technique et il y en a sûrement plusieurs à proposer. Mais Apple ne veut pas rentrer dans ce petit jeu. Même si elle a les capacités ou pas de déverrouiller ses téléphones, je pense qu'aujourd'hui, si elle commence à accepter de le faire, elle va le faire pour tout et n'importe quoi. Il y a des États qui vont aussi demander. Et c'est vrai que, voilà, je pense qu'il y aura une vraie réponse. À mon avis, elle sera politique. Elle viendra sûrement de Trump avec peut-être une proposition de loi autour de ça. Mais c'est vrai que ce sujet, moi, j'imagine pas qu'on fasse ça tous les ans, qu'on ait une affaire comme ça. À mon avis, il va y avoir un débouché derrière tout ça. Elsa, il y a quand même un Olivier. point important dans le discours de Jane Horvath qui concerne ce qu'on appelle la differential privacy. C'est assez technique, hein, c'est pas évident à expliquer au grand public, mais ce sont des techniques qui consistent à protéger la vie privée en créant un peu du bruit dans les informations qui sont partagées dans le cloud par les différents services pour éviter justement que des informations personnelles circulent dans les modèles de réseaux neurones, les modèles d'IA qui sont utilisés ensuite dans les services d'Apple. Donc il y a une approche technique d'Apple qui est sérieuse. Mais effectivement, il y aura probablement besoin de régulation de manière générale. Et puis on a l'impression quand même que c'est ce sillon que tente de creuser Tim Cook et Apple autour des données. Quand tu parlais de bipolarité tout à l'heure, du grand public qui d'un côté veut protéger ses données mais met un sticker sur sa webcam et de l'autre publie toute sa vie sur Facebook. Apple est... J'ai l'impression que c'est un travail d'évangélisation au long cours qu'il tente. Hein. Apple, quelque part, est vie privée ready, quoi, comme on a pu être HD ready à un moment dans les télés. C'est que le jour où le consommateur prendra vraiment conscience des enjeux qu'il y a à protéger ses données, etc., Apple, ça sera celui qui a eu le discours et la politique la plus agressive dans le sujet. Donc, ils sont prêts pour quand les gens voudront vraiment faire le switch en disant je veux plus prendre le risque d'être écouté. Et au-delà, pour revenir à ce que nous disait Didier autour du backdoor, Olivier, Laurent, pardon, c'est une porte dérobée, hein, une porte arrière pour accéder aux données. Tout à fait. Et ça représente un risque aussi que systématiquement l'administration américaine mette son nez dans les affaires d'Apple. Alors, il y a deux risques. Il y a deux risques autour de la backdoor. Le premier, il y a quelque chose qu'il faut comprendre. Et nous, Européens, on est d'une culture qui est assez différente de la culture américaine. Même si on est des pays au niveau mondial assez proches dans les comportements, il y a malgré tout plein de choses qui sont difficiles à cerner sur la relation à l'autre, sur la relation à l'État, sur ce qui est imposé, tout ça. Ce qu'aimerait aujourd'hui le travail qui est fait par les instances fédérales et principalement Trump, hein, mais ça pourrait être n'importe quel autre président, c'est de dire, moi je veux protéger les Américains, du fait de vouloir protéger les Américains, je veux que nos
la CIA pour les affaires extérieures, le FBI en interne, puissent avoir un accès facilité à ces données-là. Et pour le faire... C'est plus la NSA, au demeurant, ça que pourrait... la CIA. Oui, tout à fait. Non, mais je veux dire, mais Puis du temps de San Bernardino, c'était pas Trump. Non, mais toutes les agences, que ce soit la NSA, que ce soit le FBI pour les affaires internes, type notre police, pour le mettre, mais y compris aujourd'hui la CIA sur des affaires. Il y a eu un cas ou deux où ils ont essayé de voir comment ils pouvaient faire. Souvent, ils se permettent de le faire sans poser de questions parce que c'est à l'extérieur. Ce qu'il faut comprendre, c'est que donc c'est comment on protège les Américains. Pour protéger les Américains, il faut qu'on puisse avoir accès entre guillemets aux données. Et c'est une philosophie. Le risque de cette ouverture-là, c'est pour dire que finalement, d'une manière plus ou moins facile, c'est-à-dire avec l'autorisation d'un juge ou sans autorisation d'un juge, on pourrait avoir accès aux données. La défense qui est mise à l'autre côté, c'est que si on permet cette ouverture, des pirates mal intentionnés pourraient eux aussi l'utiliser. Ouais. Donc en fait, la frontière, elle est là-dessus. C'est l'argument de défense, il est là-dessus. Oui, ils peuvent déjà le faire, Laurent, les pirates. Justement, ils ont toutes les failles qu'il faut pour le faire. Aujourd'hui, il faudrait une solution légale, bien encadrée, et Apple pourrait très bien le faire. Ils auraient les moyens d'avoir une clé privée par téléphone, de garder l'information chez eux et de la donner au compte-gouttes quand il y a des requêtes. Parce que ce même pas s'ils l'ont pas déjà, c'est le combat du temps. C'est le combat du temps. C'est-à-dire d'un côté, ils essayent de mettre ça dans la tête des gens en espérant que finalement les marques Apple et les autres soient obligés de le faire. Et finalement, disent si vous ne le faites pas, vous êtes anti-américain. Et donc, du coup, il y a une crainte des consommateurs. Premier sujet. Ouais. Le deuxième sujet, c'est, en droit français, ça s'appelle l'opposabilité des preuves, je crois, de la preuve. C'est-à-dire que si tu obtiens l'information de façon illégale, c'est-à-dire que tu n'as pas le droit de l'avoir obtenue, tu ne peux pas l'utiliser, elle n'a pas de valeur. Et donc, l'idée, c'est de se dire comment je fais pour réussir à faire que je l'obtienne. Donc, ce que tu dis est vrai, ils peuvent l'obtenir, mais le problème, c'est que s'ils peuvent pas... l'obtenir de façon légale. Exactement. Ouais. Il y a autre chose, attends juste Olivier, il y a autre chose, c'est qu'il y a un historique européen qui n'est pas l'historique américain. Également. C'est qu'en Europe, on a des États qui ont espionné leurs citoyens. Enfin, c'est le syndrome Stasi à grande échelle. Et les Américains n'ont jamais eu d'État totalitaire sur leur territoire. Donc, ils n'ont pas cette crainte d'être espionnés par l'État, qui est beaucoup plus forte en France. Je ne vous parle même pas de la Chine, mais qui est encore dans une autre problématique. Mais il y a cette historique. Alors qu'il y a une affaire Huawei en ce moment et qu'on reproche finalement à Huawei ce qu'aimerait faire le gouvernement américain avec Apple, en fait. Avec Apple et consorts. Oui, parce qu'on me dit Apple, mais c'est consorts, effectivement, c'est tout le monde. C'est tous les acteurs. Olivier, pour conclure, parce qu'il faut qu'on passe vraiment. Je voulais dire un truc au sujet il ne faut pas oublier que la position d'Apple, elle est liée directement à leur modèle économique. Apple fait encore plus de 80% de son chiffre d'affaires avec du hardware, pas avec de la data, à contrario de Google et de Facebook qui font leur chiffre d'affaires dans la pub ciblée. Donc il est logique qu'Apple soit finalement structurellement protégé des questions de vie privée par son modèle économique. Vendre du hardware, ça rend relativement neutre par rapport aux données, même si de l'ordre de 15% du chiffre d'affaires qui vient des services en ligne. Ouais. Donc ça joue beaucoup, je pense, sur la position respective de Google, Facebook et Apple. En tout cas, moi, la question que je me pose après ce passionnant débat et vos différentes positions, c'est est-ce que la stratégie d'Apple de se montrer vertueux sur ce sujet, est-ce qu'elle peut être audible aujourd'hui auprès du grand public ? Parce que qu'est-ce qui a vraiment retenu la planète la semaine dernière, si on regarde Apple, c'est plutôt la géniale intervention de Ricky Gervais en ouverture des Golden Globes, d'où Apple TV+, et Tim Cook étaient présents et sont revenus bredouilles, et qui a égratigné durement Apple au sujet de leur série qui était nommée, c'était The Morning Show bien sûr, et je cite justement ce qu'avait dit Gervais, une série magnifique sur l'importance de la dignité et de prendre les bonnes décisions, produite par une entreprise qui exploite les gens en Chine, Apple, Amazon, Disney, donc il élargit un petit peu. C'est incroyable. Si Daesh lançait un service de streaming, vous appelleriez votre agent. Moi, je trouve ça très drôle. Mais personnellement, ça a un effet destructeur. Et on se demande si le curseur moralité et se montrer vertueux quand on est un GAFA aujourd'hui, je me demande si ça peut être audible auprès du grand public. C'est ça là-bas. Tim Cook criait jaune. Oui. Il faisait la soupe au museau. Il n'est pas prêt de revenir au Golden Globe, croyez-moi. Allez, retour au CES qui est donc la grande messe du téléviseur et du son. Quelles sont les dernières tendances ? Vous allez voir qu'Apple était également présent. Le CES est le salon de la télévision, du téléviseur, où les grands constructeurs annoncent leurs nouveautés. Donc la TV sans bord, c'est la tendance cette année, et avec Apple. Alors quelles sont les avancées tendances côté technologie des téléviseurs ? On commence peut-être avec Olivier, et ensuite on enchaînera avec Elsa. Qu'est-ce que tu as noté d'important de ton côté, Olivier ? Beaucoup de choses qui ne se vendront jamais d'ailleurs, parce que l'écran sans bord c'est sympa, je crois que ça fait à peu près 15 ans que j'en vois régulièrement,
Et effectivement, ils avaient un écran LCD sympa, sans bord, en 8K, je crois. Ils avaient un écran aussi qui pouvait Tu parles tourner. de Samsung là ? Ouais. Oui, je parle de Samsung, oui. L'écran qui tourne, toujours chez Samsung. Donc L'écran c'est qui sympa pour les s'enroule, gens. c'est Non, ça non, ça Non, c'est le qui vote. Zéro qui passe Ah, oui, vertical à horizontal. Très bien. Voilà, alors ça L'enroule, c'est un c'est écran LG. sympathique pour les psychopathes qui filment en vertical avec leur téléphone. Donc plutôt que Non, mais t'es pas d'adopter. dans la cible, ils ont dit que c'était pour les teens, je suis désolée. Bah oui, je sais, c'est pour les jeunes qui filment verticalement en vidéo et en photo, Ouais. ce qui est une hérésie photographique, mais c'est pas grave. Et alors avec un petit détail, c'est que les constructeurs de télé s'arrachent les cheveux pour vendre des écrans de plus en plus grands, Ouais. mais celui qui tourne, il peut pas être très grand pour des raisons de poids, donc il est tout petit. Donc finalement, ça veut dire qu'il faudrait avoir 2 écrans dans le salon, un pour les selfies et un autre pour la télé correctement, qui fera au moins 55 pouces parce que c'est le format minimum. En dessous, t'as raté ta vie si t'as pas 55 pouces, quoi, en gros, chez les constructeurs aujourd'hui. Alors, L'écran beaucoup- modulaire, Olivier. Hein? L'écran modulaire. Alors l'écran modulaire, moi j'y pense depuis quelques années, mais c'est pas encore le cas. Même C'est le si micro-LED, les c'est fameux ça, hein, écrans les- micro-LED. Oui, mais enfin, des écrans micro-LED, c'est sympa, mais ça coûte les yeux de la tête et c'est fait plutôt pour l'affichage professionnel, pour l'événementiel. Il y avait un wall, toujours chez Samsung, de, je crois, 280 pouces de diagonale. Donc ça, c'est très sympa pour mettre dans un stade ou dans une conférence, mais c'est pas encore fait pour la maison. Ouais. Même si, d'un point de vue purement technologique, la technologie des micro-LED, potentiellement, peut s'appliquer à des télévisions, mais il n'y a pas de télé utilisant un micro-LED aujourd'hui, ça coûte trop cher à produire. Ouais, et on sait qu'Apple s'y intéresse notamment pour ce qui serait peut-être les prochaines générations d'Apple Watch. Non, par contre, ce qui est intéressant, c'est de voir les écrans nouveaux qui apparaissent dans les laptops. Ouais. Il y a des laptops à écran pliable, donc ça c'est marrant. même On si va y c'est pas revenir trop- tout à l'heure. On va y revenir parce Ah. qu'on a prévu un chapitre pour ça. Mais Il y concrètement, a des Ouais. écrans avec des LED derrière la batterie LCD pour améliorer les ratios de contraste, pour faire du HDR, comme on dit. Et on a vu les premiers laptops apparaître avec ce genre d'écran. Alors c'est intéressant pour les gamers ou pour afficher des vidéos avec une grande qualité d'affichage, mais enfin c'est pas la révolution pour autant, quoi. alors revenons un instant sur les annonces de Samsung, puisque tu parlais de Samsung à l'instant, Laurent et Elsa, peut-être avec Elsa. Alors, on a beaucoup parlé de cet écran sans bord. Il y a quand même 2 mm, tu as ajouté dans le script de l'émission, Olivier, mais c'est vrai qu'on y va de plus en plus, c'est la tendance du moment en tout cas. 2 mm, enfin le côté plus de bord, plus de cadre, ça veut dire, selon Samsung, qu'on gagne, enfin on arrive à 99% de l'espace qui est en face de vous, c'est de l'affichage. Sur une télé, il y a quand même un effet waouh. Les 2 mm, il faut quand même être collé à la télé pour les voir. Quand on est dans un salon, enfin je ne sais pas à quelle distance vous regardez votre télé, mais il y a quand même 2-3 mètres, enfin pour ceux qui ont un petit peu de place, surtout quand on arrive sur ces tailles d'écran. Et il y a une autre grande tendance, moi quand j'ai commencé à suivre ce secteur, c'était juste il y a une dizaine d'années, quand on allait voir les constructeurs, ils n'avaient de cesse que de nous parler du pied. Parce qu'en fait, comme ils faisaient tous la même télé, il y avait tous le même design, ils faisaient que de la com sur le pied. C'était un peu lassant à force. Et là, on est arrivé sur des technologies d'affichage qui sont beaucoup plus intéressantes, qui peuvent se mettre dans des univers différents. Et ce qu'on a vu, que ça soit chez LG, qui a toujours son enroulable, qui arrive, mais il va falloir casser la Ça fait tirelire. 2 ans qu'on le voit. Ouais, qu'on le voit en- l'enroulable, donc il sort de la base et il se remet dans la base. Ouais. Quelques dizaines de milliers d'euros. Hein. Ouais. Mais ça va être commercialisé. Le Zéro de Samsung qui se tourne dans tous les sens, 1500 €, il arrive en avril. Et le micro-LED. Donc Et le micro-LED. pour rappeler le micro-LED en un mot, hein, c'est la possibilité d'assembler En fait, c'est un puzzle. un mur, hein, comme des Lego, comme un Sauf puzzle. que c'est un puzzle facile parce que toutes les pièces sont carrées, donc c'est plus facile à faire. Et l'idée de Samsung, c'est aussi d'arriver vers des télés évolutives. C'est-à-dire que vous allez commencer votre vie avec un 55 pouces, parce qu'en dessous, ça n'existe pas. Ça Et existe puis ensuite, plus. quand vous déménagez, vous rajouterez 65 ou un truc. C'est le Un rang concept. sur chaque Je côté. trouve que le concept est assez malin. On en est juste au début de l'histoire. Aussi, Samsung présentait des formes différentes. Donc, on est vraiment dans le design et dans la télé qui, comme elle est de plus en plus grande, il ne faut pas non plus qu'elle occupe tout l'espace. Donc, les constructeurs travaillent à les rendre plus Intégrables. plus intégrables, moins visibles. Alors, Samsung avait lancé The Frame il y a quelques années, qui est un téléviseur qui peut être un tableau, en fait, en affichage numérique. Alors, tout le monde s'y est mis. LG, cette année, a lancé Gallery. Et Hisense, donc les Chinois, eux, ils ont lancé Frame. Alors, attention, c'est innovant, c'est le même nom et le même concept et la même galerie d'art. Il y a Mais à part- Netgear aussi qui fait un... Ouais, non, mais Frame, c'est excellent. Ouais. Enfin, Hisense, ils ont même copié le nom. D'accord. Il y a Netgear Skyworth aussi. qui fait la même chose. Enfin, tout le Enfin, il y monde en fait a la plein même chose, ouais. qui Il a transformé la télé en affichage en qui soit affichage pas d'art. noir quand il est éteint. Alors évidemment, le luxe extrême, c'est la télé qui se roule et qui se déroule pour disparaître, mais il y a un coût. LG Display, donc qui est l'amont de tout ce qui se fait en dalle, en Chez LG. proposer un qui descend
du plafond. A priori, c'est pas la même technologie, c'est très très différent. Donc ça, c'est chez LG Display. Donc c'est pas encore arrivé chez les fabricants de téléviseurs, proprement dit. Donc on voit une tendance à vouloir rendre la télé certes immense, mais plus discrète. Bon, l'autre tendance. D'ailleurs, il ne parlait plus d'épaisseur cette année. C'est marrant. Bah oui, Avant, parce on qu'en parlait fait, d'épaisseur, ouais. alors l'épaisseur, ils sont aperçus de deux choses. C'est c'est collé au mur, d'accord, c'est très bien, mais il reste des câbles, donc il faut trouver des solutions alternatives. Et deux, le son, quoi. Quand on a une télé plus fine qu'une carte de crédit, qui était un des Mojo d'LG à un moment donné, le son est totalement pourri. Donc ça sert à rien d'avoir une écran plate, il sait avoir une barre de son grosse comme un F-150 chez Ford, quoi. Alors, ce qui avait fait Chez Sony, ils montraient une télé, mais je crois que c'était pas la première fois, qui émet le son carrément à partir de la dalle. Elle Ils a font 2 vibrer ans. la salle. Elle a 2 ans et la technologie a été pompée. Olivier, tu l'as peut-être vu, mais c'était, je crois, backstage chez LG qui avait la même chose. La même chose. Ce qui avait créé un petit peu l'événement l'an passé, c'était l'arrivée à la surprise générale de l'app Apple TV et d'AirPlay chez Samsung, l'ennemi juré d'Apple, pardon. Il l'avait l'année dernière. Oui, c'était l'année dernière. Et là, c'est chez LG. Et cette année, donc, c'est CLG. Mm. Et c'est Sony, je crois également. Oui. Donc Sony. Moi, oui. Ce qui me sidère dans les télévisions, pour avoir vu les stands de LG et de Samsung, c'est qu'ils présentent de moins en moins les interfaces utilisateurs. C'est-à-dire qu'ils montrent de belles images, avec des écrans de plus en plus grands, avec des images sympathiques, mais on ne montre plus la UI, comme on dit, la user experience. Mais c'est logique Alors, parce que les journalistes, tous ceux qui font de la com, arrivent avec des caméras pour filmer et va filmer un use case. Ben voilà. Donc les use cases ne sont pas présentés. Moi, je me rappelle, il y a 10 ans, quand la télé connectée était apparue, sur Samsung, il y avait au moins une vingtaine de slots sur le stand qui montraient les différents éléments de l'interface utilisateur pour faire de la télé à la demande, pour faire de la télé en direct, pour aller voir du sport, pour faire des jeux, pour accéder à des applications. Maintenant, plus rien. Non. Mais les gens en magasin choisissent leur télé sur la qualité de l'image, ils la choisissent encore sur pas le design peut-être aussi. Et sur le design et sur la facilité d'accrochage et sur ce que tu veux, certainement pas sur la facilité d'utiliser, qu'elle soit là. Et l'autre raison, c'est que la plupart des gens utilisent Netflix en fait, donc faire la promo de Netflix sur le stand de Samsung ou de LG, c'est pas forcément sur la télécommande. C'est ce que j'allais te dire. C'est ce que j'allais te dire. Et c'est vrai que l'enjeu pour Apple aujourd'hui, c'est d'être présent sur toutes les télés pour démocratiser son service Apple TV+. Donc tu l'as dit, pour revenir au univers Apple, Apple TV+ arrive chez LG, arrive chez Sony. On a appris également chez LG qu'il était possible, ce qui est toujours agréable, de mettre à jour l'application, enfin le système des anciennes générations sous WebOS. Souvenez-vous de WebOS, le système d'exploitation de feu PalmOS. C'est LG maintenant. C'est LG, ouais. Donc les anciennes télés de 2018 pourront être mises à jour et recevoir Apple TV+. On a appris pas mal de choses en parallèle du salon Didier du côté d'Apple TV+. Quelques prises intéressantes du côté de Cupertino, Didier. Juste avant qu'on parle de ça, quand même, c'est dommage qu'Apple monte pas sur ce créneau de la télé. Tu voudrais la télé d'Apple ? Non, pas le retour de Cédric Ingrand sort de ce corps. Mais on voudrait tous FaceTime sur notre télé, on voudrait une interface un peu sympa, on voudrait des trucs comme ça. Mais c'est vrai que je trouve qu'ils ratent leur coup. On est d'accord. Oui, ils arrivent un peu avec des applications comme ça, là, on en parle un petit coup, puis c'est fini. D'ailleurs, la télé sans bord n'a plus de caméra. Parce qu'avant, on commençait à mettre des caméras dans les télés, mais maintenant qu'il n'y a plus de bord, il faut rajouter un add-on comme celui de Facebook, éventuellement. Ouais. J'ai pas vu les résultats de Facebook, mais ils ont fait une très très grosse campagne avant les vacances de Noël sur Portal. Oui, c'est ça. Et je me dis, c'est peut-être la chance de voir système de vidéoconférence revenir, la vidéoconférence sur la télé, parce que c'est vrai que il y a quand même une dimension, et je suis d'accord avec Didier là-dessus, c'est hyper pratique. C'est dommage que autant moi la télé d'Apple, je crois pas, y compris, j'ai pas commenté avant, mais la télé, les dalles. Le concept de dalle, je trouve l'approche géniale. Les cubes, que tu associes. C'est pas des cubes, c'est des dalles. Oui, c'est des dalles. C'est des rectangles. Et je trouve génial à la création. C'est-à-dire, tiens, ma pièce fait tant de mètres carrés, je vais faire une télé comme ça. Par contre, j'ai beaucoup de mal à l'imaginer dans le temps. Parce qu'en fait, la technologie avance tellement que le jour où on va vouloir la faire grandir, finalement, on va dire, ah ouais, mais alors je vais avoir des dalles en 12K. Là, celle-là, c'était des dalles qui me faisaient de la 4K modulée. Ça. C'est vrai que je suis un peu plus sceptique. En revanche, de se dire, tiens, je fais une petite télé parce que j'ai...
et une plus grande télé, ça j'y crois beaucoup plus. Mais par contre les usages, je trouve qu'on manque d'usages. Je suis tout à fait d'accord. Aujourd'hui on mériterait d'avoir des nouveaux usages autour de la télé, donc que ce soit sur l'interface utilisateur. Les nouveaux usages, il faut les chercher du côté de la maison connectée. Excuse-moi. Ah oui, tout à fait. Les nouveaux usages qu'on a vus sur le téléviseur. Bon, maintenant on sait tous faire du streaming. La vidéoconférence sur la télé, finalement, ça n'a pas si bien marché que ça. C'est peut-être pas innocent qu'ils aient arrêté les caméras. Donc les usages, on les retrouve. Alors il faut aller chez les Coréens pour en trouver beaucoup parce que c'est les seuls qui sont intégrés et qui font à la fois télé et réfrigérateur. Mais les usages, on les retrouve avec ThinQ chez LG et j'ai un trou de mémoire chez Samsung. Et là, on arrive avec la télévision qui devient le hub de la maison connectée, d'où l'intérêt qu'aurait Apple à revenir dans cet univers s'il ne veut pas se faire corneriser dans la maison connectée. Et depuis sa télévision, avant d'aller se coucher, avant d'éteindre la télé, après la dernière série nude, je ne dirais pas qui, c'est mon hub, je vérifie que tous mes volets sont bien baissés parce qu'ils sont connectés, que la lumière est bien éteinte dans la chambre des enfants, que l'aquarium se remettra bien en route à 8h demain matin, ça c'est un cas précis, etc. Et ça, c'est effectivement un nouvel usage sur la télé, mais qui est lié non pas à l'entertainment, mais vraiment à la maison connectée. D'où le créneau de la martingale de Cédric de dire que Apple est présent sur tous les écrans à la maison, sauf sur l'écran principal, et que c'est une hérésie. Mais on y reviendra. Cédric, c'est comme Apple, on en parle même quand il n'est pas là. Ouais. Oui, on a oublié quelque chose. Tous les constructeurs passaient beaucoup de temps à promouvoir les écrans 8K avec des grandes tailles. Maintenant, c'est du 75, du 85 pouces, voire 98 pouces chez Sony. Ouais. Alors, la raison, c'est qu'en fait, comme la 4K commence à être une commodité avec une guerre des prix, ils essayent d'aller toujours plus haut en gamme avec de meilleures marges. Bon, même s'il n'y a aucun contenu quasiment sur la 8K. Alors, ils utilisent l'intelligence artificielle depuis maintenant 2 ans pour faire de l'upscaling de 2K et 4K en 8K. Ouais. C'est approximatif, mais ça a l'air de marcher avec des techniques différentes selon qu'on est chez Sony ou chez les autres. Ça nous intéresse, ça nous invitera à changer nos caméras si on peut juste upscaler la vidéo. Ils sont à fond sur les JO aussi, Tokyo, pour essayer d'avoir les premiers contenus 8K. Allez, pour conclure sur la télé, on en parlait, mais on n'a pas terminé avec Didier. Donc Apple n'a pas sorti sa télé, mais quand même est dans les télés. On a appris une belle prise pour Apple TV+, pour rester sur le thème des téléviseurs, durant cette semaine au CES de Las Vegas, avec le recrutement d'un nom important du côté d'Hollywood, Didier. Ben oui, c'est Richard, alors je sais pas comment on prononce, Plepler, quelque chose comme ça. Qui est l'ancien directeur de HBO, quand même, excusez du peu. Donc HBO, tout le monde connaît, Game of Thrones, The Newsroom, tout ça. Le canal US. Et surtout, un contrat de 5 ans, ça veut dire que voilà, il est là pour essayer de lancer des trucs plutôt pas mal. Et à l'inverse, on a appris aussi que Oprah est vraiment pas contente. Voilà, son super docu sur MeToo, là, qui manifestement... Alors, on sait pas trop les raisons, mais en tout cas, ça sortira pas sur Apple TV, alors que quand même, il avait présenté à la keynote. Là. On la voit. Elle était sur la faute. Et c'est Oprah, quoi. Enfin, ça... Je pense que ça a donné un coup de froid quand même. Ouais, c'est l'une des têtes d'affiche de l'offre d'Apple. Bon, elle est présente sur d'autres programmes, je crois, qui sont enregistrés dans les Apple Store, mais c'est un peu bizarre. Tu disais que tout à l'heure que le CES, c'était le salon de la maison connectée, on va en parler. C'est aussi le salon des ordinateurs. Quelles étaient les grandes tendances cette année? On en parle après le busomètre. Didier, quelles sont les rumeurs qui ont le plus buzzé cette semaine autour de la planète Apple et du côté du site Mac Forever? Eh bien écoute Olivier, on va pas en reparler en détail, mais effectivement cette histoire d'Apple à nouveau contre le FBI, sans Bernardino le retour, donc exactement les mêmes. Moi je pourrais écrire les mêmes news qu'il y a 2-3 ans là. Pratique. Donc voilà, je pense que ça va peut-être se finir différemment, on ne sait pas, parce qu'Obama avait pas tranché finalement. Peut-être que Trump le fera. En tout cas, voilà. Réponse au prochain épisode. Numéro 2. Alors les ventes de Mac ont été plutôt en baisse en 2019 et c'est assez étonnant parce qu'ils ont sorti quand même pas mal de machines, même si on peut toujours critiquer un petit peu, mais il y a eu quand même le renouvellement des iMac, un certain nombre de MacBook Pro et pour autant les ventes sont en baisse. Alors c'est pas une énorme baisse, c'est quelques pourcents, mais quand même ce sont des estimations bien sûr puisque Apple ne fournit pas de chiffres, alors que le marché du PC est reparti à la hausse et pas mal à la hausse même, plutôt en forme d'ailleurs. C'est beaucoup lié à Windows 10 puisque tu sais que Windows 7 est en fin de vie, donc voilà, c'est peut-être aussi un petit peu boosté
par ça un petit peu artificiel. On verra si ça se prolonge dans les années prochaines. Mais ouais, en fait, si tu regardes même la tendance depuis que Tim Cook est arrivé chez Apple, en fait, le Mac stagne énormément. Donc voilà, j'espère que pour la prochaine décennie, ce sera un petit peu meilleur. Et surtout qu'on va voir dans un instant que du côté du monde PC, on essaye aussi d'innover. Et c'est peut-être aussi une des raisons pour lesquelles les ventes sont à la hausse. Troisième info ou troisième rumeur autour de la planète Apple, Didier. Alors une petite rumeur rapide, apparemment le prochain iPad Pro aurait la 5G. Alors la grande question c'est est-ce que c'est celui qui va sortir cette année en 2020, donc peut-être un petit peu en début d'année, ou est-ce que c'est un modèle qui sortira que l'année prochaine? Est-ce que l'iPad aura la primeur? Voilà, par rapport à l'iPhone, on ne sait pas. En tout cas, l'iPhone 5G, c'est sûr, c'est pour cette année. Ouais. Quatrième info. Et justement, on parle d'iPhone, et alors là, les rumeurs se bousculent. Écoute, cette année, il y aurait, selon certains sites, notamment Mac Otakara, là, le site japonais, qui lui nous pronostique jusqu'à 6 iPhones, tu vois, deux de la taille d'un iPhone 8, un petit peu un LCD qui serait pas cher, un espèce d'iPhone SE2, et puis encore un iPhone petit mais OLED, et puis après voilà encore toute une gamme comme on a aujourd'hui, donc ça commence à faire beaucoup. Moi j'y crois pas trop, hein. Je pense pas qu'il y ait peut-être un iPhone SE2 là, ça a l'air de se faire malgré tout cette année, ce qui sera un iPhone 9. On va voir l'iPhone SE2, il sort jamais. Hein. Ouais, c'est ça, il faut se méfier beaucoup. Mais je les vois pas sortir 6 modèles d'iPhone, ça me paraît. Les dernières rumeurs. Et bien sûr, alors c'est pas une rumeur, c'est une sortie, puisqu'on l'attendait quand même, c'est le retour d'Apple dans le monde du serveur, l'air de rien, c'est pas rien. Ils ont sorti donc leur Mac Pro en version rack, donc c'est quand même un gros bébé, hein. Je pense qu'à mon avis, il doit absorber pas mal d'ampères, mais voilà. Ouais, il faut une centrale nucléaire en gros pour le. Exactement, et c'est drôle de les voir sortir ça, parce que finalement, des Macs dans des salles de serveur, on n'en voit plus du tout, et d'ailleurs, c'est plus du tout intéressant, il y a même plus les outils, ils ont arrêté OS 10 Server, donc voilà, est-ce qu'ils vont relancer un petit peu ça? C'est assez amusant en tout cas. Ouais, et puis on aimerait bien les voir ces machines, hein. On les a toujours pas reçues pour pouvoir les tester et dire ce qu'on en pense. La première fois dans l'histoire d'Apple qu'Apple ne livre pas d'ordinateur, n'a pas prévu d'ordinateur dans son parc de prêt pour les médias et les journalistes. C'est assez étonnant. Comme si, bon bref, on ne désespère pas. C'est pas étonnant, Olivier, c'est un scandale. Voilà, faut taper du poing sur la table. On les veut ces machines. Non, en plus c'est des machines très chères, donc pour nous c'est difficile même de les acheter si tu veux des belles configurations. Et on aurait aimé faire des trucs cool. Et c'est vrai que c'est vraiment un message si Apple nous regarde. Je trouve ça extrêmement dommage. C'est des machines qui font rêver. D'ailleurs, on a fait plein de vidéos parce qu'on en a acheté forcément, et elles ont très bien marché. Donc c'est pas la machine. Hein, il faut pas en acheter trop quand même. Hein. Oui, mais il y a beaucoup de gens qui l'attendaient. Enfin, il y a beaucoup de possibilités. Et puis voilà, c'est comme quand tu testes une Ferrari, une Tesla, j'en sais rien, ça fait rêver les gens. Ça leur montre aussi ce qui est capable de faire la marque, et donc voilà, je trouve ça vraiment dommage. Il y a beaucoup de gens dans les commentaires sur YouTube qui nous disent mais pourquoi vous n'avez pas acheté une machine pour faire une émission? Dans quel monde vous voyez que les journalistes achètent les produits qu'ils testent? Je veux dire, vous êtes journaliste automobile, vous croyez que je vais acheter une Tesla pour la tester? Il y a un parc de prêt qui est pour ça, et on peut tester la machine et la rendre après. C'est normal, c'est comme ça que les journalistes peuvent travailler. Et puis, si d'autres sites, dont Mac Forever, qui existe depuis de nombreuses années et qui a, je pense, un chiffre d'affaires bien supérieur au nôtre, peut se permettre de le faire, tant mieux pour lui, mais moi je me refuse en tant que journaliste d'acheter du matériel pour le tester et le rendre après à Apple en disant finalement je le rends parce que je ne l'utilise pas. Non, c'est à Apple de faire son travail et de mettre en disposition des journalistes et des professionnels du secteur, pas que nous. Je pense à 01net, je pense au Figaro, etc. Ces machines qui peuvent s'intéresser les pros pour qu'ils puissent se faire une idée précise de ce que vaut cette machine. Allez, retour au CES. Moi, je vais ajouter quand même une pointe positive de ce que tu viens de dire, de ce coup de gueule. Les vidéos de Mac Forever et particulièrement de Didier sont top. Voilà. Sont top. Il n'a pas eu de vacances, mais ils sont top. Bravo. Je me suis régalé, quoi. Retour au CES qui était l'occasion de découvrir une foison. Allez, on va se faire plaisir, de nouveaux ordinateurs. CES, place au PC pliable. Tu en parlais tout à l'heure, Olivier. La tendance du Mobile World Congress, c'était celui des smartphones à écran pliable. Cette année, le CES concerne les PC portables à écran pliable. Tu es en face de moi, j'en profite. Elsa, pas mal d'ordi, un peu dans la foulée de ce que propose d'un côté Samsung avec son Fold et de l'autre le phénomène Microsoft qui a lancé des ordinateurs à double écran. Oui, ça permet d'avoir un ordinateur qui est beaucoup plus grand. En fait, c'est le concept qu'on a trouvé notamment chez Lenovo. Je regarde les aides-mémoire, le ThinkPad X1 Fold. Ouais. Et effectivement, on double la surface d'affichage d'un écran si on veut passer en mode petite télé pour regarder des contenus, essentiellement des vidéos. Et sinon, on a un double espace de travail avec un clavier tactile et une sensation qui est pas trop mal et une partie affichage. Moi, sur le côté... Convaincu ?
Je pense que l'écran pliable, c'est clairement... Alors, peut-être là, ces premiers produits ne sont pas complètement aboutis. Il y a toujours du... Moi, je ne suis pas testeur. Moi, je suis vraiment côté corporate. Tu as des usages. Voilà, sur l'usage, il y a toujours un testeur qui dit « Ouais, mais là, regarde, tu as la ligne qui se voit vachement, c'est pas complètement parfait, etc. » Moi, je pense qu'on est au début de l'histoire avec cette aventure-là. Les usages sont là. Le pliable, ça donne aussi accès à des nouvelles formes de devices. On va avoir des terminaux qui vont plus ressembler à ceux qu'on a aujourd'hui. On va avoir peut-être des téléphones qui vont avoir la taille d'un Razer avec un affichage comme ça qui vont arriver. C'est ce qui se passe aussi dans le monde du PC. C'est vrai que ça rend le PC à nouveau attractif, à nouveau innovant. Parce que ça fait quand même quelques années que l'innovation dans le domaine de l'ordinateur était quand même tirée par Apple. Là, ça donne de nouvelles perspectives clairement à ce petit monde. Il se plie pour de multiples usages, pouvant s'adapter à toutes les orientations, pouvant même se transformer en écran plat, tu l'as dit. C'est le Lenovo ThinkPad X1 Fold. Il sera disponible en milieu d'année 2020 pour le prix quand même de $2500 environ. Olivier, qu'est-ce que tu en as pensé d'une part de ces modèles précis dont on a parlé à l'instant, et au-delà de ce mouvement initié entre autres par Samsung dans la téléphonie ou Microsoft. Il y en avait un aussi, mais qui n'était pas sur le stand, caché chez LG Display. Et il y a Dell aussi qui a sorti le Duet. Moi, je trouve que c'est très sympathique pour l'effet démo, mais je ne suis pas certain que ce soit très pratique dans la vie courante. Dans l'usage. Pour deux raisons. La première, c'est quand ils sont pliés, ils sont assez épais. Ils font presque 3 cm d'épaisseur, ces ordinateurs. Moi, ce qui m'inquiète, c'est le clavier, en fait. Parce que quand on a un laptop, à la place d'une tablette, c'est qu'on veut saisir du texte aussi. Sinon, on achète une tablette, on prend un iPad Pro et voilà. Donc, le clavier est important. Or, dans ces ordinateurs pliables, soit on utilise le clavier sur la demi-moitié de l'écran plat, mais c'est pas très pratique, soit on rajoute un clavier qui est séparé, qu'on pose sur son demi-écran. Franchement, c'est pas pratique. Donc j'ai un petit doute. Je crois qu'on est au début de l'histoire, vraiment. Tu vois, après, les fabricants peuvent imaginer que, par exemple, on aurait un 3/4 d'écran pliable avec un quart de clavier en dessous. Je pense qu'on est vraiment au début de la C'est Asus qui a fait ça. On a vu avec la Surface Duo de Microsoft, qui est un système de smart cover qui est plutôt on va arriver sur des nouvelles formes de terminaux. Vraiment, on va sortir du classique moitié-moitié. Je crois qu'il faut vraiment voir le truc comme on est au début de l'histoire. Alors Didier Laurent, vous qui des habitués du Mac et qui est tranchant quant à l'évolution modeste des Mac en termes d'innovation ces dernières années, un Mac à écran pliable, c'est la rate du chien, à mon sens. On sait qu'Apple n'a pas négocié le virage de l'ordinateur tactile. Est-ce que vous la voyez prêt à négocier celui de l'écran pliable, Didier, puisqu'il est à l'écran? Ouais, moi je pense comme Elsa, je pense qu'en fait on n'a pas encore tout vu. C'est-à-dire que tu pourrais imaginer aussi peut-être un écran, tu vois, tu as l'écran devant toi, puis il va s'élargir un petit peu sur les bords comme ça. Enfin, il y a plein de concepts qui peuvent être intéressants pour avoir un grand écran ponctuellement. Effectivement, Apple est un peu timide en ce moment sur les ordinateurs, de manière générale. Voilà. Je crois que tout le monde a compris. Et c'est vrai qu'à part la Touch Bar, on n'a pas vu grand-chose ces dernières années en termes d'innovation. Et j'irai même plus loin, j'ai l'impression qu'ils ont raté un peu ce qu'a assez bien réussi Microsoft avec toute cette gamme Surface qu'on voit fleurir dans les boîtes, l'air de rien. Moi, j'en vois de plus en plus dans les entreprises, que c'est pratique. T'as un peu les deux mondes. Ils ont aussi tous marché des illustrateurs là qui aiment bien ça, d'avoir quelque chose de potentiellement tactile, tu vois, qui puisse servir d'ordinateur les 3/4 du temps, mais de temps en temps, t'as besoin de prendre des notes, t'as besoin de le plier en deux. Ça, ils ont rien à proposer en face, à part l'iPad, évidemment, mais qui a ses défauts aussi. Donc, je comprends pas qu'ils tentent pas un petit peu des choses, un peu plus que la Touch Bar. Tu vois, la Touch Bar, tout le monde s'est mis d'accord maintenant que c'était quelque chose de pas très utile. Ils vont mettre encore 3 ans à l'enlever. Et quelle sera la prochaine révolution chez Apple ? Je me demande vraiment, tu vois. Ou alors, on s'attendrait que si ils veulent persister dans la Touch Bar, qu'ils la généralisent. Et pour l'instant, elle est cantonnée à un modèle d'ordinateur qui est le MacBook Pro. Laurent, qu'est-ce que tu penses de cette démonstration technologique ? Olivier le soulignait, c'est quelque part une sorte de concept PC qui ont été présentés comme les concept cars pour les voitures. Est-ce que toi, ton petit cœur de geek a frappé fort quand ils ont dit ça ? C'est deux questions en une. Ouais. Oui, sur la dimension, mon petit cœur de geek, bien sûr, j'adore toujours voir ces nouveautés. Ouais. Et je suis d'accord qu'on est au début de quelque chose. On parle des écrans de l'heure, c'est dans la lignée. Les écrans de télé qui se déroulent, des écrans qui bougent, des écrans qui sont souples, des écrans qui se plient. Donc je pense qu'on est au début et on va continuer. Après, pour revenir sur le cas Apple, moi je voudrais juste des Macs qui fonctionnent bien et qui innovent un peu. Je veux que des Macs qui fonctionnent très bien et qui innovent un
un peu, pas que dans le clavier, dans tout, des écrans bord à bord, même mon iPad aujourd'hui, quand on regarde, finalement c'est très classique, quoi. J'ai l'impression d'avoir un PC XT d'IBM, quoi. Tu vois, c'est un truc, pourtant je l'utilise tout le temps, quoi. Non, mais il y a pas de, Johnny sort de ce corps, non? Non, ça mériterait un bon coup de... Allons-y. Allez, tu veux du iMac, tu veux du translucide, tu veux revenir des années 90. Des couleurs, du multicolore, du Bondi Blue. Écoute, c'est toi qui fais des collectes d'iMac dans la rue, donc... Oui, j'ai trouvé un iMac Bondi Blue, première génération, en accompagnant mon fils à l'école, et je n'ai pas résisté, je l'ai ramené à la maison au grand désespoir de mon épouse. Il y a un autre truc qui a évolué depuis 2 ans, qu'on cite jamais, c'est le fait que tous les constructeurs de PC se sont mis à faire des laptops de gamers presque en lieu et place des desktops de gamers. Et ça, c'est lié aux chipsets d'NVIDIA et d'AMD qui sont de plus en plus puissants pour les laptops. Ouais. Donc, tu as des RTX 2080, c'est les GPU les plus puissants de NVIDIA, qui sont dans des laptops. Alors, c'est des laptops assez lourds, hein. Ils font minimum 1,5 kg à 2 kg, mais ils sont d'une puissance absolument dingue. Et chez MSI, chez Gigabyte, chez Asus, tous ces constructeurs taïwanais, il y avait énormément de laptops de ce type-là. Ils sont vraiment extraordinaires, mais pour les gamers, voire pour les designers. Donc maintenant, ils sont de plus en plus faits. Notamment, il y avait une Creative Edition, je crois que chez Asus, si je ne m'abuse, qui est faite spécialement pour les concepteurs vidéo et photo. Donc, en lieu et place de desktop. Ça me semble être un phénomène intéressant. Sachant qu'Intel et AMD ont fait des annonces lors de ce CES. On a vu les futures et nouvelles générations de puces et de GPU qui ont été présentées. Didier, tu en as fait un petit papier dans Mac Forever. Ça t'inspire quoi? qu'Apple fait un peu les mauvais choix, c'est-à-dire qu'ils vont chez AMD pour les GPU alors que c'est chez Nvidia dont on a le haut de gamme le plus performant et le meilleur rapport performance-consommation. Et puis voilà, ils restent avec des Xeon tout pourris entre 8 et 25 heures qui coûtent entre 10 et 20 000 balles, alors que là, AMD te sort 64 cœurs à $4 000. Ce qui est absolument imbattable. Ouais. Et du coup, quand tu achètes ton Mac Pro aujourd'hui, tu as une vieille carte AMD avec une architecture d'il y a 4 ans et puis un Xeon qui démarre à 8 cœurs, tout ça à 7 000 balles. Alors que pour le prix, tu peux te monter une bête de course. Alors évidemment, on n'est pas exactement dans les mêmes segments, je suis un petit peu démago là-dessus. Mais c'est pour dire, effectivement, ils ont des contrats commerciaux. Enfin, c'est très compliqué tout ça. Ouais. Mais voilà, moins de concurrence, c'est toujours moins bon pour l'utilisateur final. Je terminerai juste sur ce que tu disais tout à l'heure, Olivier. Ouais. C'est vrai qu'effectivement, on voit des gros des gros PC de gamers très puissants. Par contre, c'est quand même des machines qui chauffent énormément, qui n'ont aucune autonomie. Apple fait plutôt le pari des GPU externes, on rajoute des petites choses à côté. Ouais, bon, c'est des usages un peu différents, mais aujourd'hui, ça marche quand même pas mal. Tous ceux qui font de l'image, de la créa et même de la 3D, ça fonctionne assez bien. Ça te permet d'avoir un ordinateur qui reste mobile. Et puis, quand tu as besoin de te poser, tu peux quand même avoir de la perf. Donc ça, c'est plutôt bien vu quand même. Chez Lenovo, comme chez Dell, tu as des écrans aussi borderless dans les laptops. Tu n'as même plus que 3 à 4 mm maintenant sur le bord, ce qui permet d'avoir presque un 15 pouces sur la taille d'un 13 pouces d'avant. Donc ça permet aussi d'avoir un meilleur confort en mobilité. Ce qu'on avait avec le MacBook Pro 16 pouces, qui a la même taille que le 15 pouces, ils ont gagné quelques millimètres. Elsa. Et chez LG notamment aussi, il y avait une télé gamer. Ça, c'est un truc nouveau. Ouais. Et donc, c'est un écran de télévision avec une super GPU dedans et ça permet de jouer avec des temps de latence très très bas. Pratiquement quand sur un, enfin voilà, tout comme sur un PC gaming, mais sur l'écran de la télévision. Et ça, c'est intéressant dans le sens où on arrive avec une ouverture sur de nouveaux marchés, enfin des nouveaux entrants sur ce marché de la télé, du gaming, je veux dire, avec d'autres possibilités qui sont offertes pour jouer, notamment sur console ou en ligne. Pas inintéressant, à mon avis, ça a regardé. Alors moi, ce que j'ai trouvé intéressant, même si ce n'était pas forcément une nouveauté exclusive CES, puisqu'on l'avait vu avant, c'était le nouveau mini PC de chez Intel. Vous savez, le fameux NU, qui est un petit peu le pendant chez Intel du Mac Mini chez Apple. Hein. Ils ont présenté une nouvelle génération qui est performant, très performant et surtout entièrement personnalisable. Hein. L'utilisateur peut modifier les composants, carte graphique, carte mère, processeur, SSD, mémoire vive, carte son, port et connectique. En gros, pour simplifier, Intel propose un système d'évolution baptisé The Elements, une sorte de cartouche que vous insérez dans l'ordinateur et vous changez chaque élément. C'est totalement modulaire. Est-ce que, quelque part, et ce sera vraiment le mot de la fin parce qu'on va être très très en retard cette semaine, l'évolutivité, on sait que c'est un souhait des geeks pour son ordinateur. C'est pour ça que les tours sont encore très populaires dans le monde PC, un peu moins chez Apple. C'est désormais aussi, j'ai l'impression, une demande du grand public dans une optique de protection de l'environnement et
réduire la production de déchets. Quand on sait, Elsa, qu'Apple est très, très à l'écoute de ces enjeux environnementaux. On le voit au niveau des solutions de stockage avec iCloud, le solaire, zéro mercure dans les Macs. C'était les premiers à répondre aux attentes de Greenpeace. Est-ce qu'ils n'ont pas le choix que d'aller vers cette préoccupation environnementale et proposer des ordinateurs qui soient véritablement évolutifs et en clair, qu'à terme, on puisse changer les composants? Il va falloir qu'ils résolvent la quadrature du self, c'est-à-dire arriver à faire de l'évolutif tout en étant psychopathe sur le thème. On veut surtout pas que les gens puissent ouvrir le capot. Mais oui, mais ça montre qu'il va falloir faire un choix à un moment donné. Pour le moment, le choix, il est plutôt côté psychopathe. On ne laisse pas la possibilité d'ouvrir le capot. Après, il y a une autre possibilité qui existe d'offrir de l'évolution sans ouvrir le capot, c'est-à-dire faire un peu ce que fait Tesla. Tu vends de la capacité en plus et ensuite, l'utilisateur peut acheter ou pas cette capacité supplémentaire. C'est quelque chose qu'on voit beaucoup dans l'automobile. J'ai vu des démonstrations assez intéressantes comme ça chez Faurecia. Et si Faurecia est capable de faire de l'évolutif dans un moteur, je ne vois pas pourquoi Apple n'arriverait pas à le faire dans un ordinateur. En gros, quand tu achètes une Tesla, elle a déjà la conduite autonome et c'est une option que tu actives ou pas, comme une action logicielle. La conduite autonome. Ouais. On va acheter une voiture qui va faire, qui sera, je sais pas, une 7 chevaux en délivré, et puis on peut l'upgrader jusqu'à 12. Pourquoi est-ce qu'on pourrait pas faire... C'est toujours le même moteur, en fait. C'est toujours le même moteur. Intéressant. Et c'est juste des bridages différents. Et en fait, c'est aussi possible techniquement sur un PC, enfin sur un ordinateur en général. Ouais. Et donc, c'est un moyen de rendre le produit évolutif sans ouvrir le capot. Dernière tendance notable du côté des ordinateurs, l'arrivée des premiers ordi 5G. Il ne s'agit pas de téléphone, bien d'ordinateur, tel le Lenovo Yoga 5G. On en était où de la 5G, Elsa, Olivier, du côté de CES? Ça y est, ça arrive vraiment? On en est où? Alors la 5G, c'était un truc qui était assez discret. On le voyait, il fallait regarder, il fallait la chercher pour la trouver. Je pense que la plupart des exposants se réservaient pour le Mobile World Congress qui est au mois de mars. Qui est le 24 février à Barcelone. Mm-hmm. Oui, donc l'idée du PC 5G, ça correspond, c'est une continuation du Always On, Always Connected, qui était quelque chose qui a été lancé avec la 4G, qui était arrivé et qui était pas abouti en fait sur le PC, et avec des coûts de connexion qui vont être un petit peu différents avec la 5G, des choses qui peuvent se rallumer à distance, etc. On arrive à quelque chose qui est plus applicable à l'échelle industrielle avec des coûts raisonnables sur la 5G. Olivier, pour conclure? La bataille de la 5G, pour l'instant, elle est sur les composants. Hein. C'est Qualcomm qui essaye d'amener le pion à tout le monde. Les composants sont en train d'apparaître dans les smartphones. Il y a une bataille qui est en train de se faire entre la 5G de base et la 5G++, qu'on appelle la 5G des bandes millimétriques, pour avoir vraiment un très 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 haut débit dans les villes. Les opérateurs ont lancé les premières offres dans le monde. Moi, j'ai l'impression que c'est 2021 qui va être la vraie année de la 5G quand on voit les chiffres de vente prévus. Là, on est dans les premières expérimentations chez les utilisateurs qui vont pouvoir acheter vraiment un téléphone 5G avec un abonnement 5G. Et 2021, ça va être l'année du décollage, notamment avec Apple qui va s'y lancer, j'espère, en tout cas en septembre prochain. Donc, on est dans une phase un peu intermédiaire. Le truc qui m'a surpris cette année, c'est qu'aucun constructeur de smartphone 5G ne présentait de vrais use cases, à part Sharp qui parlait d'envoi de 8K sur la 5G, on en parle depuis un an de ça, Huawei aussi il y a un an ou deux, mais il y a peu d'études de cas qui sont présentées, parce que le marché est encore relativement jeune. Parce que la 5G, ça a usage professionnel aussi, quoi. C'est une des raisons, oui, on parle de la santé, on parle de la ville intelligente, de la voiture, etc. Il y a juste un petit sujet d'allocation de fréquences et d'obtention de fréquences entre les deux. Mais Elsa étudie le sujet de près, je crois, on en reviendra. Dernier chapitre, la présence... Je tous les jours en avril, si tu veux. Oui, c'est passionnant. Suivez le compte Twitter d'Elsa là-dessus. Dernier chapitre, la présence des Français au CES, moins nombreux, mais nous allons voir qu'ils étaient quand même bien là, et on passe en revue les annonces les plus marquantes. On le disait en préambule, les Français du CES cette année moins nombreux. Elsa, des exposants, on disait qu'ils étaient, on a calculé qu'ils étaient 410 en 2018, c'est ça? Olivier? Source Olivez. Source Olivez, c'est 438 en 2019 et je suis tombé à 300 et quelques cette année. Moi, j'étais même à moins de 300, mais je te fais plus confiance qu'à moi. Pourquoi ils réduisent la voilure, Elsa?
Parce qu'on devient raisonnable, c'est-à-dire qu'on était tombé dans une espèce de paradoxe les années précédentes où c'était pas des startups qui y allaient, c'était des régions qui emmenaient des startups et on était dans une course à l'échalote. Puis il y avait la Poste, il y avait déjà tu avais les régions, les régions, tu vois, genre Nouvelle-Aquitaine, il y a 2 ans, leur communiqué de presse, c'était la région qui emmène le plus de startups aussi. Ok, mais emmener des gens qui ont des choses à montrer, quoi. Ça veut dire un phénomène de mode quelque part. Ouais, aussi, hein. c'est moi qui ai la plus grosse French Tech. Je vois ce que tu veux dire. Donc c'était un petit peu voilà, c'était pas toujours pertinent en présence. Donc là, déjà de la part, parce que les régions, c'est eux qui emmenaient les plus gros contingents. On avait des régions qui emmenaient 45 startups. On est retombé sur des chiffres vers 15. Donc déjà, quand tu divises par, on divise par 3, 4. Ça dépend des régions, mais bon. Oui. Elles ont beaucoup réduit la voilure. Ensuite, il y a eu ce que tu disais, la Poste, des grands groupes qui ont aussi décidé d'emmener moins de. Alors la Poste, on en avait beaucoup parlé parce que c'était marrant de voir la Poste à Vegas. Il y a Engie qui emmenait énormément de startups et qui cette année n'y va plus. Donc il y a aussi entre-temps qui a été créé. Donc voilà, il y a un changement, un petit changement de paradigme qui fait que. Et puis aussi, les startups se sont aperçus qu'arriver avec des POC, ça servait juste à une chose, c'est à se faire filmer par des Coréens, des Chinois. J'en ai eu une super démonstration sur un stand et qui, eux, sont plus rapides, ont des moyens et sortent avant. Donc maintenant, on y va avec... en ayant gentiment tout pompé. Donc maintenant, on y va avec des produits plus aboutis, finis, prêts à aller sur le marché. Et il reste du gadget, hein, mais il y a quand même... Ça se professionnalise, ça devient sérieux. C'est pas un problème parce que soudainement, toutes les startups qui était parti il y a 2-3 ans aurait disparu 3 ans après, comme on l'a pu écrire ou lire entre-temps ou un peu rapidement écrit sur le web. C'est la vie des startups. Il y a des startups qui disparaissent. On est sur une attrition complètement normale de la jeune entreprise. Et il ne faut pas non plus cracher dans la soupe. Je me suis amusée à faire le tour de l'Eureka Park. Et à faire l'Eureka Park, donc c'est l'endroit où à Vegas, il y a toutes les startups, puisqu'elles sont parquées dans un coin. Et la French Tech a fait des petits. C'est-à-dire qu'on a Israël qui arrive avec le même concept, l'Italie qui a le même concept, Hong Kong, Taïwan, la Hollande, le Luxembourg. Donc, quelque part, quand il y a des choses qui marchent, c'est bien aussi de le souligner. Hein. Il y a aussi des trains qui arrivent à l'heure dans ce pays. Donc nous, la France, pour le coup, a vraiment été moteur là-dedans et est suivie par beaucoup de pays qui profitent aussi de l'occasion. Donc là, je pense on commence à arriver sur un bon format French Tech. Alors, parmi les annonces, il y a pas mal d'acteurs encore. Tu l'as souligné, Olivier, vous l'avez souligné, Olivier et Elsa, des acteurs français. Qu'est-ce qui vous a particulièrement frappé? Les Français semblent très forts en matière d'objets connectés, même si je sais qu'Olivier, tu as pas forcément noté que ça, mais on va en parler juste après avec toi, Olivier, si tu veux bien. Qu'est-ce qui t'a marqué du côté des petits Français? Quelques produits stars qui t'ont sauté à l'œil. J'avais noté en préparant cette émission les incontournables, notamment WeThings, qui a encore présenté une montre, je crois, qui détecte l'apnée du sommeil. Donc on voit qu'on essaie d'aller plutôt vers la santé que le sport. C'est ce que tu me disais en préparant cette émission. Moi, je disais même vers le sommeil. C'est-à-dire qu'on a beaucoup... les premiers CES très orientés, objets connectés, il y a encore 4-5 ans, on quantifiait ses pas, on comptait les pas. Ensuite, il y a un petit virage qui s'est fait vers la santé. Et alors moi, je ne sais pas si c'est l'effet décalage horaire, mais alors j'étais fascinée par le nombre de startups Sleep Tech. Moi aussi, je voudrais dormir, s'il vous plaît. Ouais. Tu voulais essayer les matelas? Moi, je voudrais être testeur de matelas sur un stand CES, parce qu'il y a une nana qui dormait sur un stand. Moi, je veux faire pareil la prochaine fois, comme Gaston. Hein. C'est le métier que je voudrais faire quand je serai grande. Et vraiment, il y a vers un plus de bien-être. Et puis, tout simplement, c'est ce qu'on se disait aussi, il y a peut-être plus de gens qui dorment que de gens qui font des jogging. Donc, il y a un marché qui est quand même absolument considérable. Ouais. Donc, il y a de nouveau, ça y est, le marché de l'objet connecté, on se demandait, ça allait exploser, ça n'y arrivait pas. On s'aperçoit qu'il a besoin de maturer. C'est le cas. Ça arrive sur des sujets qui sont plus sérieux. Tu parlais de WeThings, vous parliez de WeThings et de l'apnée du sommeil. Donc c'est du serious gaming, on va dire, c'est concret. WeThings et aussi ECG, comme on a sur les Apple Watch. Donc on arrive sur des sujets de fond qui sont importants pour le maintien de malades à domicile, le suivi médical. Et là, on touche un marché qui suit des assurances, des mutuelles, donc il y a un marché considérable. Et il ne faut pas oublier que le CES, ça se passe à Las Vegas, donc aux États-Unis, dans un pays où les systèmes de santé sont extrêmement coûteux. Et donc, si on dit aux gens, si vous portez une montre qui va vous monitorer toute la journée, dodo compris et apnée du sommeil comprise,
et risque de fibrillation pendant la nuit, etc., et ben, éventuellement, vous aurez un discount sur votre mutuelle. Je pense que là, on peut commencer ça à intéresse parler surtout du les business. mutuelles parce que ça leur permet d'avoir des clients qui vivent plus longtemps. Ah, mais et ceux qui qui sont vivent moins plus- malades, on et s'en qui fiche sont qu'ils moins vivent malades. plus longtemps, surtout Donc on peut qu'ils imaginer ne que les soient pas mutuelles- malades. Voilà, et on peut imaginer même que les mutuelles payent et offrent ce type On arrive sur de d'objet. la santé préventive, parce Voilà. qu'on sait faire de la maintenance préventive sur un moteur d'avion hors missile, mais maintenant il va falloir faire de la santé préventive, c'est-à-dire aller analyser, et on voit ça arriver aussi sur les sujets diabète, cholestérol, etc., faire de la prévention pour que les gens n'aient plus ces pathologies lourdes. Voilà, Olivier, je te rassure, on va arriver à ta sélection que tu m'as préparée, mais on termine sur mon petit inventaire Y l'après-vert. compris le diagnostic. Parce qu'il dans le préventif, il y a la partie diagnostic de découvrir des maladies qui auraient pu ne pas être diagnostiquées, donc de les corriger plus tôt. Alors, je continue brièvement. L'inventaire l'après-vert des objets que tu as sélectionnés, pour ça j'étais sur le Figaro Tech, excellent, animé par Elsa. Allez-y, j'ai vu le CarOS, le miroir augmenté. Alors, on l'avait déjà vu à Vivatech déjà, mais est-ce que ce miroir augmenté un gadget ou c'est vraiment une innovation? Alors, il n'y a pas que CareOS qui fasse des miroirs connectés comme ça, mais comme ils sont français, on les aime bien. Ouais. Oui, c'est vraiment une innovation parce qu'il y a deux choses dans le miroir de CareOS. Il y a des informations qui s'affichent et il y a aussi la volonté de Thomas Serval, si je l'écorche encore, il va m'étrangler, de dire on va garder toutes les informations vie privée qui sont dans la salle de bain, dans la salle de bain. C'est pas mal Ça comme sort idée. pas. C'est pas complètement crétin. Personnellement, je voudrais pas que tout le monde sache combien je pèse. Donc on arrive sur quelque chose qui donne des conseils de santé. Il y a du yoga, enfin ça peut paraître un petit peu anecdotique. Déjà, il y a un marché B2B qui se dessine parce qu'il y a des hôtels qui le prennent. Quand vous avez un hôtel spa, eh bien avant d'aller au spa, on va faire un diagnostic de la peau. C'est-à-dire que les 10 minutes qui sont perdues avec l'esthéticienne, vous les perdez plus. On passe directement aux soins parce que tout aura été fait en amont. Donc il y a vraiment plein de choses qui sont et des vraies applications business concrètes et de l'argent à faire après parce que c'est quand même pour ça qu'ils font des startups. Ouais, tu valides, Olivier, CareOS? Je suis sûr qu'il n'est pas d'accord. Si, il est d'accord. Et Elsa, je suis d'accord avec toi, d'autant plus que Thomas Serval, avec CareOS, il a une stratégie de plateforme et d'écosystème qui est assez bien développée. Il a beaucoup de partenaires, pour l'instant essentiellement français. Du côté de sa brosse à dents Colibri, il a quand même vendu la techno à Colgate, qui vend ça en millions d'exemplaires. Donc je trouve que c'est plutôt une réussite exemplaire, d'autant plus que quand il a démarré avec la brosse à dents connectée, je crois que c'était vers 2013, tout le monde se moquait un peu de lui. Alors que finalement, c'est une des plus grandes réussites dans la durée. Serval parce qu'il a eu mon papa comme prof d'anglais, donc c'est un mec bien. Forcément. Voilà. Alors, donc, c'est une réussite que j'appelle contre-intuitive. C'est-à-dire qu'au départ, les gens n'y croyaient pas et il réussit plutôt bien. D'ailleurs, il n'est pas sur Eureka Park. Enfin, il a son petit tapis de bain, là, Mathéo, qui était sur Eureka Park, mais le reste est dans les vrais stands du salon. Des grandes entreprises. Voilà. Il y a un autre domaine, moi, que je trouve qu'on n'évoque pas assez dans la présence française, qui n'est pas trop lié aux startups, qui est le monde de l'automobile. Oui. Il faut savoir qu'on a quand même une bonne présence avec de gros acteurs comme Faurecia et Valeo, qui sont maintenant devenus, on pourrait presque dire, de grands exposants du salon depuis quelques années. Ils sont très innovants, chacun dans leur domaine. Ils sont présents beaucoup mieux dans ce marché-là qu'on imagine. Par exemple, Valeo, je crois que c'est le numéro 1, le numéro 2 des vendeurs de lidar dans le monde. Ils en ont vendu 100 000. Ouais, donc, c'est l'un des principaux équipementiers automobiles. Ils sont partenaires. Alors Faurecia, par exemple, est partenaire de Byton, qui est une société très en vue chinoise qui fait un véhicule électrique extrêmement intéressant, une berline, qu'ils vont enfin sortir cette année en théorie. Il y a vraiment quelque chose d'intéressant. Il y a aussi une boîte comme Outsight, qui est une start-up qui essaye de faire un lidar New Wave multifréquence, qui est beaucoup plus puissant que les lidars de Velodyne, qui est le leader actuel du marché. On a plein de sociétés. On avait même un village de Business France qui était à l'extérieur, donc sur Central Plaza, près des équipementiers automobiles. Tout ça, ça fait partie, je pense, d'une ligne de force de la présence française sur le salon qu'il ne faut pas négliger. Et puis, il y a une annonce dont on a beaucoup parlé lorsqu'on parle de voitures et d'automobiles autonomes. Apple, on sait, travaille sur le projet Titan depuis des années, d'autres grandes GAFA. Et puis, surprise, c'est la surprise de ce salon, l'annonce automobile de ce salon, c'est Sony qui a créé la surprise en présentant un concept car, la Vision S. Alors, elle ressemble un petit peu à une Tesla Model 3, un petit air, mais on a l'impression que les GAFA, Elsa, se concentrent plus sur l'embarqué que vraiment la conception d'une voiture comme ce concept car qu'a présenté Sony. Il n'y a pas de production. Ouais, le concept car de Sony, c'est vraiment ça fait des années que Sony dit nous sommes un équipementier automobile. Là, il le prouve avec une voiture. Parce que l'intérêt de ça, c'est de montrer tout ce que Sony sait faire dans la voiture. Parce qu'une voiture, aujourd'hui, c'est quand même des capteurs. Il y a un moteur aussi, mais c'est d'abord des capteurs, des caméras,
de l'éclairage, enfin plein de choses et des écrans dans tous les coins, donc plein de choses que Sony sait faire, et de l'audio embarqué, etc., etc. Donc tout ce que Sony sait faire. Et c'était il y a quelques années, Alan Mulally, qui était à l'époque patron de Ford, m'avait dit Ford is the ultimate electronic device. Ben là, on y est, c'est le terminal électronique ultime, c'est la voiture. Et là, Sony ont fait la preuve avec ce véhicule, mais ils se positionnent comme équipementier en disant, nous aussi, on peut vendre des cartes, des chips à des fabricants automobiles. Il n'y a pas que Nvidia qui peut faire ça. Le marché reste colossal, parce que c'est pas que celui de la voiture particulière, c'est toute la mobilité, dans toutes ses formes. Et ils ne deviennent pas constructeurs, c'est ça qui est important. Il ne faut pas croire que Sony devient constructeur. Ils ne ferment pas la porte. En tout cas, il y a eu un très fort engouement. Il y a quand même un outil industriel qu'il faut derrière. Ça s'improvise pas. Ce qui change beaucoup aussi avec la voiture électrique, c'est que la barrière à l'entrée pour construire des véhicules, elle est beaucoup plus basse aujourd'hui que quand tu avais du thermique. On a vu que la voiture électrique, il n'y a plus tous les problèmes de transmission, d'arbacane, de boîtes compliquées, Tesla, etc. Pour maîtriser Tesla qui va très bien enfin et qui va à des fonds baptismaux et heureux, ils ont mis des années à maîtriser l'outil industriel. Mais sachant qu'on a aussi des équipementiers comme Valeo ou Bosch qui proposent des kits moteurs à implanter dans une carrosserie et dans un environnement qu'on aurait envie de développer. Ou carrément dans une voiture ancienne. Il y a quelques initiatives. Mais là, c'est fait pour développer c'est fait pour développer de nouveaux véhicules. Donc, c'est-à-dire une base, quoi, en gros. Voilà, vous avez envie de créer votre voiture. Mais je suis pas motoriste. Le moteur, on vous l'apporte. Donc, il y a 90% du boulot qui est fait. Donc ça peut changer la donne. C'est quand même plus simple qu'un moteur thermique. Moi, je serai à la place de Renault. Je commencerai à numéroter mes AKP parce que c'est... Moi, je plus sois Elsa, c'est le monde du véhicule électrique et autonome ou semi-autonome, c'est un monde d'équipementier aujourd'hui. Les constructeurs sont presque marginalisés. L'essentiel à valeur ajoutée vient des équipementiers. Bien, pour conclure sur les petits Français de la French Tech, logiquement de la French Tech et du CES en particulier, tu m'avais souligné deux, en particulier un objet que tu voulais parler, c'est le LexiLife, la lampe pour les dyslexiques, c'est ça? Tu vois, LexiLife pour les dyslexiques, ça prouve qu'il y a encore du boulot. C'est une lampe qui permet d'aider. En fait, j'ai appris, donc on avait un œil fort, un œil faible, et que la dyslexie, les personnes ont deux œils forts. Et donc, ça le cerveau ne sait pas dissocier. Il y a un effet miroir, en fait. On voit l'épée comme, je dis on parce que je suis dyslexique, on voit l'épée comme les baies. Et donc, grâce à cette lampe, ça permet de rétablir en fait un œil fort, un œil faible, et que l'épée ressemble enfin à d'épée. Tout simplement, grâce à la lumière. Oui, grâce à la lumière. Alors, le fondateur qui s'était appuyé sur la découverte de deux chercheurs français pour développer cette lampe, lui vient de l'univers de l'éclairage, et ça a l'air d'être assez efficace. Ils l'ont testé sur 300 personnes, et il y a des résultats très... Et pour les enfants, c'est absolument fondamental, parce que avoir des difficultés à lire, c'est quand même... Un petit mot peut-être avec Didier. Je ne t'ai pas donné la parole sur l'automobile, mais brièvement, toi qui es un fan absolu de Tesla, qu'est-ce que tu as pensé de ces annonces? Non, mais moi je suis fan d'automobile en général, mais c'est vrai que si tu verrais bien Apple un jour sur le CES, ce serait pour ça. C'est-à-dire pour faire le Sony, mais version peut-être IA, interface, et qui deviennent une espèce d'équipementier software. Moi, je verrais bien ça. Et j'aimerais bien voir ce que font tous ces milliers de personnes qui sont à Cupertino, qui travaillent sur l'automobile. Est-ce qu'ils sont en train de faire ça ou pas, tu vois? Qu'est-ce qu'ils font, ces gens-là? Et quand est-ce que ça va sortir? Parce que l'automobile, c'est quand même un travail de longue haleine. Ils ne peuvent pas arriver tout à coup avec, voilà, il y a ça à acheter. Tu vois, ça ne peut pas sortir de Foxconn. Donc, ça va arriver quand même par étapes. J'ai l'impression qu'Apple met un peu des billes partout et saupoudre un petit peu des budgets un peu partout sur tout ce qui pourrait être tendance et constituer les prochains virages technologiques et les prochains leviers de croissance qu'ils ne veulent pas louper. Et puis, s'ils s'aperçoivent qu'ils ont le bon levier, ils mettront le paquet. Pour l'instant, j'ai l'impression qu'ils hésitent sur plusieurs sujets. Mais il faut un peu comme Google. Après, on a Alphabet. Alors peut-être qu'un jour, Apple, pour qu'on y voit clair dans tous leurs projets, vont faire un truc qui se rappellera Alpha, donc Beta, bête, je sais pas. Mais en tout cas, à un moment donné, il faudra prendre des risques, c'est évident. Allez, ce sera le mot de la fin de cette émission. On passe tout de suite à vos coups de cœur. Les coups de cœur, on commence tout de suite avec Didier, bien sûr. Et oui, Olivier, alors moi je vais te parler d'un produit que j'ai testé quelques semaines et que j'ai adoré. Ça s'appelle PicoPix. Alors on connaît déjà, c'est chez Philips, c'est un mini projecteur, et là ils ont fait un mini projecteur qui est génial. Alors je l'ai plus là parce que j'ai dû le rendre, mais en fait il est sur batterie.
Donc il fonctionne tout Il y a seul. encore des constructeurs qui prêtent des produits. Non, j'arrête. Ils me l'ont prêté un petit moment, donc je me suis bien amusé avec. Et surtout, il est AirPlay. C'est-à-dire qu'en fait, tu peux arriver dans une salle de conf avec ton Projo sans le brancher où que ce soit, sans le connecter avec un seul fil, avec juste ton iPhone, ta presse, et tu peux projeter ça. Et j'ai trouvé ça absolument génial. Alors évidemment, comme c'est un petit produit, tu t'es limité. Alors on n'arrive pas tout à fait à 2 heures de film, par exemple. Il fait aussi un petit peu de bruit. Enfin, c'est pas encore le produit parfait, mais franchement, tous ceux qui ont bossé dans des boîtes où on cherchait le vidéo proche régulièrement, là tu te dis tiens, c'est cool, ça résout un petit peu ce problème-là. Alors évidemment, la résolution est limitée, mais par exemple, tu vois, t'es dans une chambre d'ado, tu veux jouer à ta petite console rétro, là, tu la branches dessus, tu mets ton Projo, t'as ton mur blanc et ça marche tout de suite. Et puis tu peux le ranger, ça te prend pas de la place comme une télé. Et ça coûte pas très cher. Je crois que ça coûte. Alors ils ont pas. Ça commence à être vendu en France, c'est entre 250 et 300 euros. Et théoriquement, il y a une vidéo qui sort cette semaine sur notre chaîne Macron. Voilà, on mettra le lien. Merci Didier. Du côté d'Olivier Ezrati, quel est ton coup de cœur cette semaine? Moi, j'en ai trouvé un ou deux au CES qui étaient rigolos. J'ai trouvé une perceuse d'un Canadien qui s'appelle Robox, qui contient des lasers et tout, et qui permet de te dire à quelle hauteur tu es. Et comme ça, tu fais des trous pile poil à 1m50 et avec un niveau. Tout ça avec un petit écran intégré. Je vais arrêter de faire des trous de traviole, c'est ça que je trouve ça rigolo. Ouais. C'est pas connecté, hein, c'est juste c'est numérique, mais c'est pas connecté. Ouais. Et un autre truc que j'ai trouvé sympa, mais il paraît que ça existe depuis plus d'1 an, c'est chez l'américain Kohler. C'est un robinet commandé par Alexa. Tu lui dis mets-moi un litre d'eau dans la casserole et il met un litre d'eau dans la casserole. Précisément. C'est con, mais c'est précis, c'est pas mal. Voilà. Bien, c'est noté. On mettra les liens dans les commentaires, dans la description de l'émission, comme d'habitude. Laurent, de ton côté, ton coup de cœur cette semaine? Écoute, moi, mon coup de cœur, c'est ma notaire, Marianne Napi, qui m'a fourni cette information, donc avec qui j'ai fait l'ascension du Monte Cinto il y a une dizaine d'années. Et qui est le sommet de la Corse, et qui est réputée pour être une grande... montagnarde, et donc elle m'a dit Laurent, il faut que tu découvres. C'est difficile le Monte Cinto, c'est pas n'importe quoi. Hein. Bon, les Corses, ça suffit. Ouais, mais donc elle m'a dit il faut que tu découvres Peak Finder. Donc au début j'ai un peu rigolé parce que autant c'est une grande montagnarde mais c'est pas forcément une technophile, et donc j'ai testé cette application pendant les vacances de Noël et c'est exceptionnel. Donc Didier, il faut que tu la testes, toi qui es un montagnard aussi. Donc en fait c'est toutes les fois où on est dans la montagne et on regarde, on dit tu vois le sommet, celui-là c'est le Mont Rétombe. Et je sais pas c'est celui de gauche ou celui de droite, le Monte Cinto par exemple, mais partout ailleurs. En fait, on prend une photo, on se met en réalité augmentée, ça dessine le décor et ça dit. Il y a le nom de toutes les montagnes, il y a les altitudes, on peut prendre un point et appuyer sur un point, ça vaut, alors je crois que ça vaut 5,49 €. Mais il faut une connexion pour que ça marche? Non, en fait, tu les télécharges à l'avant, les 650 000 sommets mondiaux, et je te jure, je me suis éclaté toutes les vacances parce que du coup, je me suis amusé à me dire, mais c'est lequel celui-là, parce qu'il y a un grand débat, et après je monte la photo en me disant, ah ouais, mais tu connaissais la réponse et tout, donc et je me suis éclaté. Ce qui est top, pourquoi j'aime beaucoup l'appli, c'est qu'on peut charger une photo a posteriori. Quand on a pris une photo a posteriori, comme il a l'orientation et la position GPS, on peut charger la photo et il affiche sur la photo a posteriori les montagnes quand même. Donc voilà. Merci Laurent. De ton côté, Elsa, ton coup de cœur ou ton coup de gueule? Bon, moi, c'est un coup de cœur là. Alors c'est plus terre à terre. Hein, je suis désolée, c'est mon côté mère de famille. C'est Deltador, qui est donc un groupe français, une ETI française, qui présentait un objet connecté qui se branche sur un ballon d'eau chaude et qui permet de rendre le ballon d'eau chaude intelligent. Donc le ballon d'eau chaude va apprendre des habitudes, notamment de douche de la maisonnée, chauffer de l'eau en quantité suffisante, et il y a aussi une application, donc fin du symptôme douche froide, et il y a aussi une application puisqu'il y a un petit système d'intelligence artificielle qui va reconnaître les habitudes de chacun. Donc au début, il faut passer pendant à peu près 15 jours, dire c'est moi qui suis sous la douche, c'est papa, c'est numéro 1, c'est numéro 2, c'est numéro 3. Mais une fois que tout le monde est bien renseigné, parce que tout le monde a une habitude de douche différente, ça s'appelle onsen, ça veut dire bain chaud japonais, et c'est reconnaître qui est sous la douche, et donc on peut faire un petit peu des concours de qui passe le moins de temps sous la douche. Alors moi qui ai un ado qui est prêt à sécher les cours pour aller manifester pour le climat sous des slogans nique ta mère, pas la planète, enfin des trucs intelligents comme ça, mais qui passe 3 millions d'années sous la douche. Ok, boomer. Voilà, je suis assez partante pour ce. J'ai pas de ballon d'eau chaude, c'est le seul problème. Ouais. Mais c'est un petit objet qui est vraiment, à mon avis, qui a une utilité aussi pour sensibiliser. Au fait qu'une douche de 15 minutes, voilà, quoi, ça fait ça en litres d'eau. Et puis ça veut faire des économies, tout simplement. Voilà. Et donc l'estimation, c'est 17% de réduction de consommation d'électricité dans le foyer sur le bout. C'est pas mal. C'est parler de la réduction de la facture de l'eau en elle-même. Voilà.
hein, parce que du coup, on est plus vertueux sur la consommation de l'eau. De mon côté, un ouvrage, le dernier ouvrage d'une toute jeune débutante journaliste spécialiste du numérique, j'en ai parlé en amont de cette émission, il s'agit bien sûr de Ce pot de fleurs est un robot, une enquête sur la révolution numérique qui s'apprête à déferler. Alors tu parles de plein de choses dans cet ouvrage d'impression 3D, de reconnaissance faciale, de e-santé, d'assistants vocaux. Bref, tu présentes la nouvelle ère qui se présente à nous, celle de l'Internet des objets. Mais pourquoi ce titre, concrètement, Ce pot de fleurs est un robot, Elsa ? Alors, je te fais le making-of. En fait, c'était le titre d'un chapitre qui a beaucoup plu à mon éditeur qui m'a dit ça sera le titre du livre. Bon, tout simplement. Voilà. Bon. Et ça se trouve dans toutes les bonnes boulangeries, bien sûr. Même le prix favori, c'est chez l'Archipel, si vous cherchez l'éditeur. Ce pot de fleurs est un robot, ça se lit comme un roman. Bon, on essaye. Hein, voilà. Et puis on la retrouve, Elsa, dans le Figaro Tech, tous les jours, hein, parce que c'est un quotidien. Nous, c'est hebdo, c'est quand même beaucoup plus facile. Voilà, on arrive à la fin de ce 360e épisode de Renfilerac. Merci de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous dès la semaine prochaine, si tout va bien. Un peu compliqué à ce moment, pour rien vous cacher, mais on va essayer de vous faire une émission dès la semaine prochaine. Et pour être prévenu en temps réel de la mise en ligne de l'émission, je vous invite à vous abonner bien sûr à notre chaîne en cliquant sur le petit bouton et n'oubliez pas également de cliquer sur le petit pouce, ça fait plaisir, et la petite cloche, si elle existe encore, c'est pas sûr, chez YouTube, pour être prévenu en temps réel de la mise en ligne d'une émission. Merci mesdames, messieurs de votre participation, vous revenez. Merci Olivier. Quand Merci vous à vous voulez, tous. on va faire une émission sur la 5G, Elsa. Je te dis ça, je te dis rien, il faudra que tu viennes nous voir pour essayer de comprendre tous les enjeux de la 5G. Et Elsa, il connaît un rayon, croyez-moi. Merci encore pour votre fidélité et à la semaine prochaine. Au revoir.